l'opéra Oui, que le tien sur cette exagération de l'absence oui, pour oui, essayer de faire exister quelque chose, oui. non pas à travers ce qui est dit de façon manifeste du livret, mais à travers la musique, à travers la voix, la matière de la voix. C'est cela. J'aurais aimé d'ailleurs plus tard faire du décor et surtout des costumes de théâtre. Ça ne s'est pas fait. J'ai fait un projet qui n'a pas marché. C'était pour l'opéra de Glasgow et malheureusement ça n'a pas marché. Mais j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé. Et de là, je me suis aussi intéressé, au-delà du japonisme, je dessinais des femmes. J'allais à ce moment-là dans des cours d'académie, à la Grande Chaumière, où je dessinais des nus. Et je voyais combien le nu était important. Des amis ont posé pour moi aussi. Et j'ai commencé là aussi à interpréter le corps des femmes, que j'aime. J'aime le corps des femmes. Et à exaspérer quelques aspects, enfin quelques aspects, je ne sais pas, mais quelques côtés des femmes que j'aime, une épaule, une hanche, un fessier, des jambes, une courbure, une poitrine. Mais tout ça, la poitrine n'était jamais seule, c'était toujours accompagné par l'expression donnée. Le sein, il n'y avait pas de travail particulier sur la fesse ou le sein, c'était tout le corps lui-même qui racontait la sensualité. C'est pas seulement la présence des attributs érotiques, voilà, érotiques, sensuels, sexuels, mais c'était là une... Et je me rappelle même qu'une amie est venue chez moi alors que j'avais certains de ses dessins comment dire, au physique amplifié, et qui, elle, était une femme bien en chair, un peu, et qui faisait un régime, et qui se battait avec son corps. Et quand elle a vu ça, elle m'a dit « Ah, mais c'est comme ça que tu nous vois ?» S'identifier à toutes les femmes. Je dis « Non, je raconte une histoire, c'est une histoire inventée, je fais pas de la photo. » Donc, Mais comme tu dis, c'est la projection, c'est l'interprétation, c'est-à-dire oui. que tu construis autour du vide une forme dans laquelle le spectateur, celui qui va regarder, va projeter Oui. ce qu'il a en lui. C'est sûr que ton ami était suffisamment préoccupé par sa rondeur physique pour voir essentiellement ça dans ce que tu appelles l'exacerbation de certaines parties du corps, de certains aspects. C'est toujours le même mouvement par rapport au départ. C'est toujours le même mouvement. Et d'ailleurs, la scène, en réalité, transposée dans mes feuilles de papier. Ma feuille de papier, c'est une scène. C'est là où va se mouvoir le corps. C'est là où vont se jeter mes traits, va s'élancer ma main. Il y a d'ailleurs, j'ai appris à connaître les espaces, à les sentir, à les ressentir, à sentir même le papier sur lequel je vais travailler, parce que j'ai un rapport très, très sensuel avec le papier. Je sais, à le voir, ce que je pourrais faire dessus. Mais ce qui est fantastique avec l'espace de la scène et l'espace du papier, c'est que quand on a une feuille, quelle que soit sa grandeur à côté de soi, il suffit de regarder le centre pour le voir précisément. C'est comme une focale. On fait un point sur un point précis de la feuille, mais on voit les bords. Les bords, on les voit. On les sent. On sait qu'on peut s'élancer jusqu'à gauche, jusqu'à droite, ici et là. Jamais ça ne quitte. Ma scène est là. C'est comme un acteur qui ne peut faire des choses que sur la scène, pas en dehors de la scène. Donc ma scène est là et m'oblige, dans sa structure, à placer mon corps là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des absences par ici, j'ai des absences par là, vide et plein. C'est ça qui est important. C'est ça l'équilibre. Équilibre des équilibres. Il faut même donner l'impression, lorsqu'un trait va comme ça, qu'il sort de la pièce, qu'il sort de la feuille. François Tcheng le dit très bien, et il dit j'ai tellement souligné de choses ici, tellement je me retrouve dans ces commentaires sur la peinture chinoise. Ça m'évoque ce qu'on vient de voir de ton neveu, là, où oui.
le style, avec les vignettes, les cadres, etc., impose effectivement cet espace limité, et où dans tout son dessin, il y a toujours cette indication de l'au-delà, du prolongement. Il maîtrise parfaitement jusqu'au bord, mais le jeu avec les marges fait que ça te projette. Ah oui, mais tu le vois bien même dans le travail que nous avons vu tout à l'heure de Dato, ces images vont très bien, même quand on passe d'une page à l'autre, parce que bien sûr il joue sur la pliure du papier avec les personnages, mais ça continue sur l'autre page. C'est d'ailleurs pour cela que je lui ai proposé de faire une exposition longue comme ceci, tu vois, pour que les spectateurs voient, est une suite. Dans ce que je présenterai lors de cette exposition, c'est évidemment, je commencerai par les différentes périodes qui sont le mime, le japonisme, qui continueront par le dessin libre, jusqu'au dessin. J'ai fait du dessin libre jusqu'à la discipline que je m'étais imposée dans l'illustration, puisque mon expérience du trait, puisque c'est ma quête, ça a été ma quête toute ma vie, le trait. Non, pas seulement, ça serait exagéré de dire d'arriver au trait parfait, mais ce que disait Hokusai, et que je t'ai déjà cité, qui est vrai, c'est ça qui... Oui, dans ce que j'avais vu dans l'exposition, qui m'avait frappé, j'avais acheté le catalogue et j'ai gardé cette phrase, et qui disait exactement ça, et qui définit tout à fait mon travail. On peut dire que tout ce que j'ai fait à l'âge de 73 ans, non, jusqu'à l'âge de 60 ans ne vaut pas la peine d'être compté. Ce n'est qu'à l'âge de 73 ans que j'ai commencé à comprendre la nature vraie des choses, de la nature, des arbres, des poissons. Par conséquent, lorsque j'aurai 83 ans, j'aurai fait davantage de progrès. Lorsque j'aurai 93 ans, j'aurai fait davantage de progrès, à tel point que quand j'aurai 103 ans, je serai parvenu à un tel degré de merveille qu'à 113 ans, chez moi, tout d'un point, un trait, tout sera vivant. J'étais, mais frappé, je crois même que en lisant et relisant cette phrase, ces phrases, j'ai pleuré. Parce que j'avais compris que l'important n'était pas derrière, mais devant. Il était l'un des peintres les plus connus du Japon à ce moment-là. Et donc tout ce qu'il avait fait jusqu'à l'âge de 63 ans, d'avant, et qu'il avait fait connaître, n'était pas important. Ce qui était important, c'est ce qu'il allait découvrir encore. Et ce qu'il allait découvrir encore, c'était que petit à petit, il abandonnait tout l'inutile pour arriver à raconter en un point. Je te donnerai le texte exact d'Hokusai, et que j'ai retrouvé lors de l'exposition Hokusai qu'il y a eu l'année dernière au Grand Palais. Je l'ai retrouvé sur le mur, je la connaissais, puis je l'ai relue pour le plaisir. Mais c'est vrai, il retire tout ce qui est inutile. Et que dans ce point, il y a tout l'essentiel. D'ailleurs, il y a une histoire que l'on raconte à propos d'un empereur chinois qui avait demandé à un grand peintre, calligraphe, de lui faire un certain tableau. Le peintre a pris commande, il est parti, et puis 3 mois, 6 mois, 1 an sont passés. L'empereur s'impatiente et dit « Qu'est-ce qu'il fait? Envoyez-le chercher. » Le peintre est venu en face de l'empereur et il dit « Oui, j'ai cherché, mais il dit, en te voyant, le peintre dit à l'empereur « Je sais ce que tu attends. » Et boum, il lui fait un point. Et l'empereur dit « C'est ça que je voulais. » C'est beau. Oui. Parce qu'il a pensé tout cela. Mais tu vois, il a pensé à lui. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est un conte. Oui. Autrement dit, c'est pas un réel, Oui. mais c'est tout le sens. Et quand tu dis, ma quête, c'est le trait parfait, non pas le trait parfait. Si, bien sûr, parce que c'est la quête. Le trait parfait, tu n'y arriveras pas. Pardon, le trait parfait, tu n'y arriveras pas. Tu t'en rapprocheras indéfiniment. Je ne sais pas ce que c'est que le trait parfait. Mais c'est ça. Et c'est ce que dit Hokusai, puisque 103 ans, 113 ans, ça n'arrivera pas. Oui. Mais c'est le mouvement. Et dans le conte, le conte donne une réalité à ce point inaccessible. Le point.
Oui. Là, et évidemment, avec le conte, tu peux dire, voilà, c'est comme un dragon, c'est comme une fée. Ça existe dans le conte, ça n'existe pas ailleurs. Mais ça n'empêche pas de courir après et de s'en rapprocher. Oui. Parce qu'au fond, c'est pas la perfection du trait qui est importante. Non. C'est petit à petit de s'en rapprocher et de découvrir, et de sentir que j'y vais, oui, de sentir que tu t'en rapproches, oui. et à chaque fois de te débarrasser de ce qui t'alourdit et qui oui. t'empêche de t'en rapprocher. Oui. J'ai découvert aussi que ne pas être content d'un dessin, c'était une très bonne chose. C'est ce que j'ai enseigné aussi à mes élèves. D'avoir un regard lucide sur son travail. Et surtout, de se dire, je vais faire mieux. Je peux aller au-delà de ça, parce que justement, ce qui encombre, ce sont ces traits un peu inutiles ou mal tracés. Ce qui encombre, c'est qu'on se rend compte aussi qu'on n'a pas pris le bon chemin. Vois-tu, par exemple, lorsque j'étais berger, vacher, et que j'étais dans la maison avec ce vieux, il y a un douanier qui venait nous voir dans cette maison qui était perdue, et qui faisait sa ronde dans les forêts, etc. Il nous disait que les gens, quand ils sont dans la forêt, quand ils sont face à deux chemins, ben, ils prennent à droite. J'étais très frappé, je lui dis, mais oui, quand des gens se perdent, on cherche leurs traces, on va à droite. Alors moi, systématiquement, quand je suis en forêt ou je suis face à deux chemins, je vais à gauche. Pourquoi? Parce que cette histoire est toujours présente à mon esprit. Ben, je sais aussi par où il ne faut pas que je passe lorsque je fais certains dessins pour justement ne pas me perdre. Il y a des traits que je sais qui ne sont pas bons. Donc, il y a des traits arbaux, c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes élèves. Les premiers cours sont des cours, totalement déstabilisants pour eux, parce que c'est pas du tout ce que... Moi, j'ai des gens qui ont été dans d'autres cours de dessin et qui sont complètement déstabilisés quand ils viennent chez moi, mais tout de suite à l'aise, déstabilisés dès les premiers cours, et tout de suite à l'aise après. Ça va, tu vas avoir le temps? C'est bon. Je te dirai, mais c'est bon. Bien. Enfin, voilà. Si tu veux, c'est la démarche de la recherche du trait, c'est ça. C'est, pour moi, le dessin n'est que trait. Ce n'est que le trait. Formes qui naissent, formes qui se défont, formes. Je fais naître les formes, je fais naître les émotions, je fais naître les personnages qui disent quelque chose. Et d'ailleurs, autre chose qui est vraiment très particulière dans mon travail, c'est que je suis un homme comme tout le monde qui traverse des événements, des drames, et la vie n'est pas toujours rose, mais je n'ai jamais dessiné ça. J'ai jamais pu dessiner des problèmes. Je n'ai jamais pu dessiner des prises de tête ou des drames. J'ai jamais pu. Je n'ai toujours fait que des corps souriants. Mes corps sont souriants, mes corps sont la vie. J'ai toujours fait la vie. Les mouvements aussi donnaient... D'ailleurs, je suis ravi lorsque des gens sourient devant mes dessins. Sourient de plaisir parce que les formes rondes, c'est un classique, les formes rondes font sourire, les formes droites ne font pas sourire. Hein? C'est la forme ronde qui est agréable. C'est celle d'un bébé, que tu sais maintenant. C'est la rondeur de sa tête, de son sourire, qui se... Les courbes sont la vie pour moi. La ligne droite je ne la conçois pas, je ne sais pas la faire. C'est pas la faire. Ce que mon neveu sait faire, puisque lorsqu'il construit ses villes, ce sont une infinité de lignes droites, quelle que soit la perspective, il sait le faire. Moi, je ne sais pas le faire. J'ai privilégié autre chose. D'ailleurs, on parle de son dessin et du mien parfois. Lui dans la profusion des détails et moi dans l'absence de détails. Moi, c'est dans la suggestion. Lui, il est dans la démonstration. C'est curieux parce que c'est tout à fait juste ce que tu dis. Quand tu regardes les deux, tu le vois bien. Et pourtant, ça a une même force poétique. Son dessin? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est parce qu'il y a aussi une suite. Les personnages se suivent. Et l'acteur principal, l'un des quatre principaux dans ce livre,
qui se meut de page en page, et il se ploie, il se déploie, c'est vivant, c'est très vivant. Et c'est pas seulement dans la narration et dans le mouvement de l'histoire, mais c'est aussi dans chaque image. C'est-à-dire que, effectivement, c'est une profusion de détails, c'est hyper structuré. Oui, très structuré. Hyper dépendant. Oui, oui. Et il n'y a aucune souplesse apparente, tout est exact dans l'imaginaire. Non, pour moi, il y a une souplesse terrible, incroyable. Il n'y a aucune souplesse apparente parce que tout est parfait dans le détail. Et pourtant, comme tu dis, il y a une souplesse incroyable. Parce que son traitement des perspectives particulier, où il n'y a pas une ligne droite dans sa perspective. Il n'y a que de tout petits segments. Mais l'ensemble est toujours courbe. C'est vrai. On parlait tout à l'heure... Sauf certaines architectures. Regarde, le double où il y a les grandes portes qui s'ouvrent, et tu as les colonnades et tout ça. C'est juste. Mais malgré tout, c'est toujours dans un espace... C'est-à-dire que l'objet est rigide. L'architecture, c'est des pierres les unes sur les autres. Mais l'espace dans lequel il le situe est assoupli. C'est-à-dire, pour ça je te parlais de Suétone, c'est quelque chose où il y a une vision de l'espace, et on peut le voir de façon cinématographique à travers le choix des objectifs, des angles, etc. Mais c'est là où ça se rejoint, si tu veux, pour moi. Toi, tu es pur le plus possible. Tu cherches à trouver le seul trait, voire le point, qui dirait tout à fait. Qui suggérerait qui suffise. Qui suffise. Le rapport entre le blanc et le noir, le vide et le plein, c'est cet équilibre, déséquilibre, en éliminant tout ce qui n'est pas indispensable. Bon. Lui, je ne dis pas qu'il fait le contraire, il travaille autrement, mais par rapport à cette matière de dessin qui est extrêmement fouillée, il l'organise dans un espace, et pour moi, c'est cet espace qui a le même mouvement que le tien, c'est-à-dire, c'est pas commun de faire une perspective courbe, mais c'est la courbure de cette perspective. À la limite, au bout d'un moment, tu ne vois plus que ça, que cette ligne courbe de la perspective. Le reste devient anecdotique, mais c'est à travers le reste que tu vois la ligne, puisqu'elle n'est pas dessinée en elle-même. Il y a une dynamique de double page en double page chez lui. Il n'y a rien de statique. Tout est dynamique. Et de ces architectures naît la dynamique des personnages qui en sortent, qui bondissent, qui se retrouvent. Non, c'est vrai. Bon. Tu parlais beaucoup de la forme, de cette recherche, du trait, etc. Et puis, à un moment donné, tu parlais du papier. Le papier est sensuel, le papier te parle, te stimule. La matière, quelle est l'importance de la matière dans ce que tu fais? Le papier, l'encre, les différents types. Oui, quel rapport j'ai avec les matières, la matière et les matières? La matière que tu façonnes pour créer le dessin. Bon, d'abord, en ce qui concerne le support, j'ai choisi le papier. D'être décidément sur le papier. Je n'ai très rarement fait des choses sur toile. Le papier, donc, pour moi, le papier est une matière vivante, parce qu'il continue à vivre dans le temps. Il est fait soit à partir de bois, soit à partir de chiffon. Il y a des papiers de grande qualité, il y a des papiers qui sont absorbants, d'autres qui repoussent les différents éléments. D'ailleurs, j'avais été aussi très frappé, et j'ai toujours en tête la fabrique de papier à l'Isle-sur-Sorgue. C'est formidable. Ces marteaux qui tapent le chiffon de façon à réduire, qui deviennent de la cellulose, qui ensuite se déposent. Et non, je trouve ça formidable. Pour moi, le papier est une... Et pour ça, je manipule les papiers toujours avec beaucoup d'attention, parce que je suis amoureux du papier. Quand je vois dans des boutiques d'art des gens sortir le papier avec une main, je les engueule, parce que je dis, mais celui qui va passer... Vous allez prendre la deuxième qui n'est pas abîmée, parce que d'autres... Bon, ou la troisième. Donc c'est le papier, et tous les papiers. Tous les papiers. J'aime les papiers, tous les papiers. Ensuite, le matériau, c'est-à-dire le médium qui me sert, évidemment, c'est le crayon, la mine de plomb. La mine de plomb, de toutes les grosseurs,
c'est plutôt la mine de plomb à partir de B, 2B, etc. C'est très important, 6B, 7B, etc. Jusqu'aux grosses mines de plomb qui sont les cyclopes ou autres mines très très grosses, qui permettent... Donc la mine de plomb, plus elle est grasse, et plus elle se façonne, et plus elle est comment dire, elle est fragile aussi, parce que il ne faut pas l'effleurer. Il faut pas l'effleurer. Donc il y a aussi là... qui oblige, c'est un matériel qui oblige aussi à un tracé particulier, où la main ne touche pas forcément le papier. J'enseigne aussi, j'ai trouvé une gestuelle pour dessiner qui est tout mon bras, qui est mon corps, et qui est la main elle-même, qui est prégnante comme ça, et qui tient le crayon. Il y a donc les mines de plomb, il y a le pastel en mine, le pastel gras, principalement Caran-d'Ache, et le pastel sec qui lui est une merveille, une invention merveilleuse, parce que il est sensuel, toucher du pastel, étendre du pastel, c'est une action tellement délicate, tellement belle, il faut avoir les doigts propres pour toucher le pastel, chaque couleur a son doigt. Et là aussi, on participe avec son corps, parce qu'il ne faut pas trop peser, on emporte le pastel dans un mouvement latéral ou circulaire, et puis on le diffuse comme ça sur le papier. Et en fonction de la qualité du papier, on sait, moi je sais, en voyant un papier, et même quelquefois en le touchant, je suis comme un aveugle, je suis aveugle aussi, mes doigts sont aveugles, et pourtant non, ils ne sont pas aveugles, ils voient le papier. Comprennent le papier, je comprends le papier en le touchant. Donc je sais ce que je pourrais faire sur un papier. C'est déjà c'est merveilleux. Par gourmandise, j'ai acheté des tas de papiers qui sont dans mes tiroirs et qui m'attendent encore. Et je peux te dire que quand je passe devant un tiroir, je dis « Coucou, j'arrive, hein. Attendez-moi, j'arrive ». Ce sont des papiers qui m'attendent. Et d'ailleurs, avec mon analyste, je lui avais dit, mais aussi, j'avais cessé de travailler. Pourquoi ? Parce que je n'avais plus de rapport. Mon rapport au corps féminin était aussi parce que j'avais une vie amoureuse importante. J'avais une vie amoureuse qui était faite bien sûr, de tout ce que sont les rapports amoureux, c'est-à-dire les téléphones, les lettres, les absences, la présence, le toucher, la caresse, l'acte aussi lui-même. J'aimais le corps des femmes, là. J'aimais être embrassé, j'aimais embrasser, j'aimais tenir un poignet, une épaule. Et ce contact-là se traduisait aussi dans mes interprétations que j'avais du corps des femmes, parce que j'y mettais toute la sensualité que j'aimais dans le corps des femmes, et que moi j'avais du corps des femmes. Mais lorsque, dans le temps, tout cela s'est émoussé, il n'y en a plus eu, et ça remonte à